Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Aujourd'hui nous allons voir la partie 1 du résumé de l'anime Ametsu no Ukoku. L'histoire commence dans un monde où Dieu a créé les humains puis il a créé les sorcières. Les sorcières ont reçu des pouvoirs et ont été créées dans le but exprès d'aider l'humanité autant que possible, et les sorcières ont accepté de le faire dans un esprit d'amitié avec les humains. Mais des années après, les humains se lancent dans une guerre contre elles et les condamnent à mort une fois qu'elles sont capturées. À l'époque moderne, nous voyons un garçon nommé Adonis et une sorcière nommée Chloé voyageant ensemble. Adonis est épuisé par toute la chaleur du désert et demande à Chloé pourquoi elle ne peut pas simplement utiliser un peu de magie pour le rafraîchir. Bien qu'elle pourrait probablement le faire, ce n'est pas le but de sa magie et elle est occupée à essayer de trouver où il se trouve sur la carte. Cependant, Adonis a déjà une longueur d'avance sur elle et utilise son smartphone pour trouver le remplacement. Chloé lui crie dessus parce que le gouvernement pourrait utiliser cet appareil pour le tracer. Mais il dit que ce n'est pas possible puisqu'il l'a fabriqué lui-même et qu'il utilise la magie d'invocation libre pour remplacer les ondes radio par des photons multidimensionnels. Chloé ne comprend rien à ce qu'il dit tout comme moi et je suis sûr que vous êtes dans la même situation. Avec ce genre de technologie, même l'armée ne pourrait pas tracer le téléphone. Il se moque alors de Chloé qui utilise des cartes en papier à l'ère moderne. Chloé n'apprécie pas beaucoup qu'Adonis la traite de stupide, alors elle lui donne une bonne tape sur la tête. Ensuite, elle dit à Adonis de se lever pour qu'ils puissent continuer leur voyage, mais bien qu'il ne soit pas contrarié par la tape, il se demande pourquoi ils doivent constamment fuir. Chloé garde un sourire joyeux sur son visage et dit que la raison est parce qu'elle est une sorcière et que le monde n'a pas beaucoup changé dans ses opinions depuis le XVe siècle, donc les sorcières sont encore détestées par la plupart des gens et elles sont forcées de se fondre parmi les gens dans les villes, et de prendre la fuite quand elles sont découvertes. Elle dit que certains endroits tolèrent au moins les sorcières, et c'est là qu'ils se rendent. S'ils y arrivent, ils pourront peut-être retrouver la vie heureuse qu'ils avaient auparavant, et Adonis pourra aller à l'école. Cependant, il dit qu'il préférerait étudier sous Chloé, ce qui lui fait croire qu'il a un faible pour les femmes plus âgées. Adonis est étonné que Chloé puisse encore sourire ainsi malgré tout ce que le royaume de Rydia leur a fait subir. Il serait logique qu'elle déteste le royaume de toute son âme et consacre tout son temps à le détruire. Pourtant elle choisit de se cacher. Il ne comprend pas pourquoi elle fait ça, et souhaite pouvoir tuer tous les humains qui les ont fait souffrir. Soudain, il remarque un escadron militaire qui les poursuit, alors il sort son stylo et prévoit de s'en occuper lui-même, mais Chloé dit qu'il est trop inexpérimenté pour ça, donc elle s'en chargera. Le roi reçoit la nouvelle que l'escadron envoyé pour capturer Chloé a échoué, et il passe ses nerfs sur le messager. Il traite l'homme d'incompétent. Et pendant que l'homme essaie d'expliquer que capturer une sorcière de glace avec un seul escadron est un défi, les hommes du roi commencent à le battre. Chloé a réussi à échapper au roi jusqu'à présent, mais il ne prévoit pas la laisser fuir plus longtemps. Chloé range son bâton magique et dit à Adonis de la suivre pour qu'il puisse partir, mais Adonis est contrarié par quelque chose. Alors il demande à Chloé pourquoi elle ne le laisse pas se battre à ses côtés. Elle prétend que c'est parce qu'il est inexpérimenté. Mais alors il fait tomber une énorme épée du ciel pour prouver qu'il a toute l'expérience nécessaire pour pouvoir combattre. Il connaît la vraie raison, Chloé ne veut pas qu'il tue des humains puisqu'il est aussi humain. Mais il est fatigué de ne pas pouvoir la protéger, elle qu'il aime. Chloé l'étreint et lui dit qu'elle comprend, mais leur moment d'intimité est interrompu quand l'une des machines des soldats morts capte leur localisation et une lumière verte les entoure tandis qu'ils commencent à flotter. Chloé réalise que cela doit être de la téléportation à grande échelle. Dans la colonne de lumière, Chloé et Adonis se tiennent la main pour ne pas être séparés. De retour dans la capitale, le roi fait un discours au peuple de son royaume en disant « Les sorcières nous protégeaient jadis avec leur pouvoir, mais nous avons fini par avoir peur de leur pouvoir alors nous avons créé notre propre pouvoir à travers le progrès technologique, et nous sommes arrivés à l'ère de l'expansion des engins. Ils ont des dirigeables, des bâtiments si solides qu'aucune tempête ne pourrait les détruire, et plus important encore, ils ont des smartphones qui est un condensé de connaissances. Ils n'ont plus besoin des sorcières ou de leur pouvoir pour leur survie puisqu'ils possèdent assez de pouvoir par eux-mêmes, et maintenant qu'ils ont ce pouvoir, ils visent la domination mondiale, le seul obstacle étant les sorcières qui peuvent rivaliser avec leur puissance militaire. Par conséquent, ils vont éradiquer toutes les sorcières. Et quand il termine son discours, Chloé et Adonis sont téléportés sur la scène. Adonis réalise ce qui se passe et fonce pour donner à Chloé le temps de s'échapper. Mais il est rapidement plaqué au sol. Voyant la seule personne qui lui est chère étendue au sol, Chloé a perdu patience. Elle veut l'enfer pour les humains et commence à lancer son sort. Elle s'était retenue auparavant parce qu'elle savait que si elle détruisait le monde humain, Adonis n'aurait nulle part où rentrer si quelque chose lui arrivait, mais maintenant plus rien n'a d'importance alors qu'elle est sur le point de lancer zéro absolu pour geler la ville. Cependant, au moment où le sort est lancé, il ne se passe rien et elle reste bouche bée. Les humains ont développé une sorte de machine pour annuler toute magie dans la zone, et sans magie, Chloé et Adonis sont complètement impuissants et à la merci du roi. Le roi se moque de Chloé qui a aidé l'humanité dans le passé mais elle est maintenant traquée et agenouillée devant lui, impuissante. Puis il arrache sa chemise devant toute la foule pour l'humilier et la gifle à terre. Pendant ce temps, la foule est occupée à prendre des photos.
Adonis ne supporte pas de regarder cela, alors il fonce une nouvelle fois sur le roi pour sauver Chloé, mais il est maîtrisé par les gardes. Le roi, agacé par les cris d'Adonis, ordonne à ses gardes de le tuer. Mais comme le garde pointe son arme sur la tête d'Adonis, Chloé ne supporte pas de le voir trouver la mort ici. Elle jette donc sa fierté de côté et supplie le roi d'épargner Adonis. Elle ment en disant qu'elle l'a kidnappé et élevé comme son esclave, alors elle implore le roi de le laisser partir. Peu lui importe ce qui lui arrive après. Le roi n'a aucune réaction à sa supplique et sort son pistolet de sa poche, le pointant sur la tête de Chloé. Adonis, impuissant à protéger Chloé, essaie désespérément d'activer un sort mais continue d'échouer. Tout en regardant le canon du pistolet, Chloé regarde Adonis une dernière fois et Adonis a des flashbacks du moment où Chloé l'a trouvé dans la rue et l'a recueilli pour l'élever. Pile au moment où Chloé s'apprête à dire son dernier « je t'aime », elle se fait tirer dessus avant de pouvoir finir. Après l'avoir tué, le roi s'éloigne et ordonne à ses hommes de cribler son corps de balles, laissant son corps comme une masse de chair pulvérisée. Adonis crie de douleur pendant que la foule acclame l'exécution de Chloé. En ce temps, Adonis se remémore tous les bons moments heureux qu'il a partagés avec elle. Après, un garde s'empare d'une hache et coupe sa tête. Le roi affiche fièrement la tête de Chloé et proclame la victoire sur les sorcières. Mais vous savez qu'Adonis n'oubliera jamais ce qui s'est passé aujourd'hui et l'ami qu'il a perdu. 10 ans plus tard, une grande partie de l'humanité est dans une situation désastreuse et souffre aux mains des gens qui ont tué la meilleure fille. Dans une cellule de détention, 2 femmes très mal nourries se battent pour un pain, prêtes à s'entretuer pour cela. Mais alors cette fille, qui arrive à garder un maquillage impeccable même en prison, offre son pain aux 2 autres pour arrêter la bagarre. Même si ça veut dire qu'elle n'aura pas de pain, elle a l'air très heureuse qu'elle ne se batte plus. Une des amies de Doroka, Anna, vient la voir et lui demande si elle ira bien puisqu'elle n'a rien mangé depuis un moment. Mais elle dit que tout va bien et qu'elle est pleine d'énergie. Anna dit à Doroka qu'elle est vraiment au grand cœur malgré l'état actuel du monde. Peu importe les progrès technologiques réalisés par le monde, une fois qu'ils n'avaient plus de sorcières à menacer avec leurs armes, ils ont commencé à se menacer les uns les autres et une guerre sans fin a été menée dans le monde humain. On avait fait croire aux gens que le monde irait mieux une fois que toutes les sorcières auraient disparu, mais ce n'est définitivement pas mieux, et les voilà dans le pétrin. Doroka remarque qu'Anna est bouleversée. Alors elle essaie de la réconforter avec un petit spectacle de marionnettes. Même si elles ont été traînées ici après avoir perdu face au royaume, ça finira par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Le spectacle de marionnettes parvient à remonter quelque peu le moral d'Anna, mais cette lumière s'éteint rapidement quand un garde arrive en criant pour que le numéro 218 se présente. Jusqu'à présent, 4 personnes ont été appelées ainsi, mais aucune n'est jamais revenue après avoir été appelée. Le garde continue d'appeler le 218, et à son horreur, Anna réalise que c'est elle le numéro 218, celle qu'ils appellent. Au tout dernier moment, Doroka échange son numéro avec celui d'Anna pour épargner à son ami le sort inconnu qui l'attend. Elle est emmenée dans une pièce où un homme l'évalue et lui dit de se déshabiller. Elle est choquée mais l'homme lui dit de s'y habituer puisque c'est tout ce pourquoi elle est bonne désormais. Le directeur s'approche d'elle et lui dit que le royaume de Rydia est la superpuissance mondiale et que la seule utilité que Ria a pour elle est comme esclave sexuelle. Donc elle va devenir l'esclave sexuelle d'un seigneur du royaume et il n'y a rien qu'elle puisse y faire, sauf qu'il y a quelque chose qu'elle peut y faire. Elle mord le doigt du directeur pour qu'il la lâche puis s'enfuit en courant, volant aussi le téléphone du directeur afin de libérer tous les autres prisonniers. Cependant, le téléphone nécessite une authentification vocale pour exécuter des commandes. Doroka est donc forcée d'imiter la voix du directeur pour ouvrir toutes les cellules, puis ils courent tous comme si leur vie en dépendait. Doroka tombe sur une grande porte en courant et utilise le téléphone pour l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouve une grande capsule, mais elle est appréhendée par des gardes peu après. Cependant, sa commande précédente pour ouvrir toutes les cellules ouvre aussi celle-ci, et Adonis est libéré, ne ressentant rien d'autre que de la rage. Il se réveille et hurle de colère. Après son réveil spectaculaire, Adonis sort de sa prison et brise le reste de ses entraves. Les gardes décident de ne pas informer leur chef de la situation et tentent plutôt de le ramener dans sa cellule en l'attaquant conjointement. Adonis est proactif et se jette sur le premier garde, prenant sa matraque et le mettant hors d'état de nuire en le lui enfonçant dans la gorge. Il élimine le suivant en lui balançant un couteau qu'il a pris sur le premier en pleine tête. Avant que le troisième homme ne tire, il utilise une technique de combat rapproché et retourne l'arme contre le garde. En voyant Doroka, il se rapproche en pointant l'arme sur elle. Cependant, il tire sur ses chaînes, les libérant avant de partir discrètement. Entre-temps, une annonce est faite, informant tous les gardes de l'établissement que toutes les portes des cellules et les cloisons des couloirs des blocs 1 à 6 ont été ouvertes et que les prisonniers tentent de s'échapper. L'annonceur ordonne aux gardes de prendre des mesures de contre-attaque promptes, rappelant qu'il ne s'agit pas d'un exercice. Pendant cette période, la nouvelle de la situation atteint le secrétariat de la Sécurité nationale. Le secrétaire général Yamato appelle Aircore pour le mettre au courant des événements avant de lui ordonner de se rendre immédiatement sur place et de faire un rapport avec des informations plus précises. Aircore reçoit la permission de s'armer avec des armes de classe 5 ou supérieure. Yuki, la vice-secrétaire, le met en garde de ne pas prendre à la légère la paix que l'empereur a construite et lui dit d'y aller. Il part de bonne humeur.
Yuki est offensé par son comportement décontracté devant le secrétaire général et souhaite en finir avec lui pour cela. Yamato lui rappelle qu'Ercor a le même rang qu'elle, celui d'agent de sécurité de l'Empire. L'homme retire sa cape pour révéler son armure de combat et active son GPS. Le directeur est mal à l'aise face à la situation, et il a bien raison de l'être, car la salle de stockage des objets confisqués de la prison a été pillée. Les gardes qui surveillaient la zone ont tous été tués. Palpol panique en apprenant que Doroka a réussi à imiter sa voix pour accéder au système d'authentification de son téléphone. Cela le choque, car ce modèle était censé avoir le plus haut niveau de sécurité. Papol est encore plus inquiet que Doroka ait pris le stylo d'Adonis car avec ce stylo, il représente une menace de haut rang. Papol sait qu'il est dans de sales draps si les plus hauts dirigeants l'apprennent. Il est encore plus perplexe car sa classification ne lui donne pas accès à la chambre. Pendant ce temps, Adonis se détend tranquillement en haut d'un gratte-ciel et commence à écrire un sort après avoir inspecté sa plume. Le code flotte autour de lui lorsqu'il tire une balle avant d'activer le sort. Cela fait en sorte que la balle prenne une taille impressionnante et s'écrase sur l'un des bâtiments. Les civils en bas regardent avec horreur les débris s'abattre sur eux, marquant le début de son assaut et de sa quête pour éliminer chaque citoyen. De retour dans la prison, l'arrivée d'Ercor est marquée par la mort, alors qu'il élimine tous les prisonniers qui ont tenté de s'échapper. Il appelle son supérieur pour lui faire part de sa recherche complète de la prison et de l'absence d'Adonis. L'agent pointe son arme sur Papol en déclarant qu'il est en train de nettoyer le désordre à l'origine de cette situation et procède à leur élimination. Doroka observe la destruction causée par Adonis et se blâme de ne pas avoir pu l'arrêter. Pendant ce temps, l'apprenti se promène dans les rues pour voir ce qui a changé depuis sa détention. Les informations rapportent l'attaque récente sur la ville, suspectant qu'elle ait pu être perpétrée par des nations voisines. Adonis sait que sa maîtresse ne le félicitera pas pour ce qu'il est sur le point de faire, et il s'imagine qu'elle lui dit que se venger ne la ramènera pas, et qu'il devrait profiter de sa vie maintenant qu'il a réussi à s'échapper. Il sourit en pensant à cela. Cependant, une rencontre avec un couple qui commande son comportement étrange lui fait perdre cette expression joyeuse. Il dit qu'il n'oubliera jamais le visage et la voix de Chloé lorsqu'elle a confessé son amour pour lui avant d'être emmenée. Adonis invoque un titan de terre géant, ce qui incite les civils à sortir leur téléphone pour enregistrer la scène. Le titan commence à détruire les bâtiments voisins, tandis que les résidents courent frénétiquement se mettre à l'abri. Quelqu'un appelle la police pour les informer, mais ils prennent cela pour un canular. Une voiture percute soudainement le poste de police, et le conducteur est en détresse. L'officier suppose qu'il est sous l'influence de champignons hallucinogènes, drogue, et dit à son collègue de l'arrêter. Il appelle le quartier général et demande qu'on lui passe la brigade des stupéfiants. Mais lorsqu'il sort et voit le titan, il change rapidement sa demande et souhaite être mis en relation avec la défense. Le titan tient Adonis dans une main tandis qu'il fait pleuvoir des débris sur les civils avec l'autre. Des voitures et des personnes sont écrasées alors que tout le monde sombre dans le désespoir. Il commence à marcher vers la résidence de l'empereur Goethe, en disant que l'empereur ne lui échappera point. Yamato reçoit une mise à jour sur cette nouvelle situation. Leur service de renseignement l'identifie comme un robot, mais son origine reste inconnue. Il se dirige vers eux depuis le quartier des affaires, et les mesures de défense locales ne peuvent pas suivre son rythme. Il signale que selon la reine, l'empereur ne se sent pas bien. Après avoir entendu cela, le secrétaire général déclare l'état d'urgence et ordonne de prioriser le maintien de la ligne de défense. Le soutien aérien a également été autorisé, et des soldats au sol doivent être envoyés sur place. Yamato s'attend à une confrontation limitée après avoir donné ses ordres. Il sort et est choqué par la capacité du titan à se déplacer malgré sa taille. Yuki informe le directeur qu'Adonis et la plume ont disparu. Avec cette nouvelle information, elle est sûre que tout cela est alimenté par la magie. Yamato estime que cela simplifie les choses, alors il demande à un subordonné le dispositif de suppression de la magie photonique. On lui dit qu'il est dans le stockage souterrain, mais ils ne sont pas sûrs qu'un appareil vieux de 10 ans fonctionne correctement. Yamato confie à Yuki la responsabilité de le remettre en marche, car il s'agit d'une question d'importance nationale. Le système d'alerte de la ville informe tous les citoyens qu'un état d'urgence a été déclaré et leur ordonne de rapidement évacuer vers un endroit sûr. Certains chars se positionnent au loin et tirent sur Adonis, mais il dévie les tirs avec sa magie. Son titan riposte en frappant un bâtiment comme avec un fusil à pompe, et le projectile à haute vélocité détruit l'unité de char. Adonis a passé ses 10 années d'isolement de manière significative. L'isolement était l'environnement idéal pour lui de déterminer la manière la plus précise d'éliminer une nation. Pour utiliser des sorts, il faut saisir le processus du sort, le synthétiser et l'écrire en utilisant une plume spéciale. Cette maîtrise est presque impossible sans un excellent professeur. Aux yeux d'Adonis, il n'y a aucune distinction entre ceux qui étaient présents il y a 10 ans et ceux qui ne l'étaient pas. Si mettre fin à la vie de Chloé était pour un plus grand bien de l'humanité, alors tout le monde qui bénéficie de son sacrifice est tout aussi coupable. Il invoque 2 mitrailleuses et fait l'impensable en éliminant ceux qui tentent de fuir tout en affichant un sourire d'apaisement. Soudain, les larmes commencent à couler de ses yeux et il ne comprend pas ce qui lui arrive car il ne se sent toujours pas mieux. Pendant ce temps, Ercor le repère au loin alors il prévient Yamato.
Celui-ci ordonne alors à toutes les unités de l'abattre sans hésiter. Aussitôt, les avions de chasse foncent sur lui et larguent des missiles sur le Titan projetant Adonis sur un bâtiment. Les civils se précipitent pour sortir de la zone bombardée. Doroka sauve un jeune garçon d'un écrasement alors qu'il tente de réanimer sa mère. Elle s'excuse auprès du garçon pour ce qui lui est arrivé et le confie à une vieille dame avant de partir arrêter Adonis. Pendant ce temps, à la résidence royale, Goété est alité en raison de sa maladie. Il est réveillé par le tumulte à l'extérieur, mais sa femme le rassure en lui disant que leur empire ira bien, car il a veillé à ce qu'il soit fort en son absence. Il trouve ses paroles trop aimables et révèle qu'il n'a pu le faire que grâce à une reine de soutien. Son réveil est interrompu par une toux, dont il saigne. Goété a l'impression que sa vie touche à sa fin en raison de cette maladie incurable. La reine ordonne qu'on appelle le docteur Griffon, mais il se recouche en disant qu'il va bien. Il commence à se demander si c'est une malédiction de la grande divinité, mais il refuse toujours de se repentir, car tout ce qu'il a fait était pour le progrès de l'humanité à ses yeux. Selon lui, l'humanité ne pourrait jamais progresser si les sorcières étaient présentes. Pendant ce temps, Adonis utilise sa magie pour vaincre toutes les unités au sol. Yamato observe avec incrédulité. L'un des opérateurs signale qu'un civil s'approche de la cible au sol. Adonis saisit le dernier homme debout par le cou, et le soldat exprime qu'ils auraient dû l'éliminer avec Chloé il y a 10 ans. Son apprenti est d'accord et prépare un sort autour de son poing pour mettre fin au soldat. Doroka crie pour lui demander d'arrêter, et il la reconnaît. Elle le supplie de mettre fin à son massacre, car il a déjà pris de nombreuses vies innocentes, et la mort des innocents la perturbe. Entendre les mots innocents et citoyens dans la même phrase énerve Adonis. Il la regarde froidement et écrase le soldat qu'il tenait, l'envoyant au sol. Doroka le regarde, abasourdi par sa brutalité. Adonis rit à l'idée qu'ils sont innocents. Le fait qu'elle était captive d'une nation différente et qu'elle sympathise avec eux le fait envisager d'éliminer toute l'humanité. Il s'arrête en marchant vers elle lorsque Doroka prononce le nom de Chloé. Il la prend par le col de son habit et lui demande de ne plus prononcer son nom. Il commence à penser qu'elle est là pour le distraire jusqu'à l'arrivée des renforts. Doroka révèle qu'elle est une sorcière et montre même ses pouvoirs. Cependant, Adonis croit que toutes les sorcières sont mortes et pense que c'est un piège, alors il l'entrave. Elle révèle que certaines sorcières ont survécu à la chasse aux sorcières. Face à cette possibilité, il veut savoir pourquoi elles ne sont pas venues sauver sa maîtresse. Doroka s'excuse et lui dit qu'elles étaient toutes désespérées de s'échapper. Il n'accepte pas ses excuses, car Chloé est déjà partie. La sorcière révèle qu'elle peut être ramenée à la vie. Il la jette au sol et s'apprête à la tuer, pensant qu'elle se moque de lui. Doroka lui dit qu'elle s'est infiltrée dans le pays pour le sauver, car ses souvenirs d'elle sont essentiels à sa résurrection. Adonis crée une épée, prêt à l'utiliser pour la tuer, ainsi que quiconque se mettra en travers de son chemin, mais Doroka est prête à mourir si cela apaise sa vengeance. En la voyant sourire, il se souvient de sa maîtresse puis tombe au sol en pleurant et veut une confirmation que Chloé peut être ramenée. Doroka tend la main pour le rassurer, mais un coup de feu traverse la sorcière alors qu'il saisit sa main. Le choc se lit sur le visage d'Adonis. Hercor est celui qui a tiré, et il est déçu de ne pas les avoir touchés tous les deux. L'histoire se poursuit tandis que les souvenirs de Doroka défilent, se souvenant de l'incident lorsque leur village a été attaqué par les humains. La jeune sorcière a regardé avec horreur les soldats dévaster le village en flammes. Elle a été surprise lorsque Mia l'a étreinte par derrière. La plus âgée était heureuse de voir la fille saine. Mia ne comprend pas pourquoi les humains les attaquent alors qu'il y a une bonne entente entre eux et les humains. Le dispositif de suppression des photons magiques est utilisé pour annuler leur magie, laissant les sorcières sans défense. Doroka demande ce que c'est que la machine et Mia lui dit de s'enfuir pour informer Dame Ophilia de la situation, mais Doroka refuse d'y aller sans sa sœur. Alors Mia insiste pour qu'elle y aille et pour la motiver, sa sœur joue avec une marionnette en lui disant qu'elle est très forte. Doroka décide finalement de partir pendant que les soldats arrivent vers Mia, mais elle est tuée par les soldats. Son esprit revient au présent lorsqu'Adonis la prend dans ses bras et l'appelle. Elle s'excuse d'être distraite et crache des résidus, tandis qu'il lui dit de ne pas abandonner. Il est déterminé à ramener sa maîtresse bien-aimée Chloé à la vie. Elle s'accroche à lui avec la peu de force qu'il lui reste et chuchote l'emplacement actuel des sorcières. Leur moment est interrompu par une volée de balles tirées sur Adonis. Il se dérobe de manière acrobatique pour éviter les tirs, laissant Doroka être touchée par les balles. Il regarde le cadavre de Doroka avec frustration de ne pas avoir obtenu suffisamment d'informations sur la façon de ramener sa maîtresse décédée. Le chef de l'unité confirme la mort de Doroka et en informe Yamato. Adonis tient sa plume comme s'il allait passer un examen, en avertissant les soldats de ne pas devenir arrogants. L'apprenti commence à écrire un sort qui l'enveloppe, tandis que le chef de l'unité tarde à donner l'ordre de tirer, incitant tout le monde à vider leur chargeur sur Adonis. Il reste là avec un air suffisant, car sa magie le protège des balles. Yamato regarde depuis le quartier général, frustré que les efforts de ses troupes soient inefficaces. Il s'avère que la magie d'Adonis attrape les balles. La prochaine étape du sort s'active alors que les balles sont renvoyées. Il les maintient en place de la même manière que dans Matrix avant de les renvoyer rapidement. Les balles déchirent l'unité, les éliminant.
Le chef de l'unité regarde avec horreur ces hommes tomber plus rapidement comme des mouches qui tombaient. L'angoisse sur son visage est palpable alors qu'Adonis s'approche de lui. Pendant ce temps, Ercor se prépare à tirer un autre coup de son fusil surdimensionné et le laisse partir dès qu'Adonis est dans sa ligne de mire. L'impact provoque un nuage de poussière qui remplit la zone, mais l'apprenti en ressort indemne. Il arrête le projectile avec sa magie et le transforme en un projectile encore plus gros, qu'il tire sur Ercor, mettant fin instantanément à sa vie. La balle géante traverse l'immeuble derrière, provoquant encore plus de destruction. Adonis les décrit comme des insectes impuissants et les réprimande pour avoir pensé qu'ils avaient une chance de battre la magie. Il ne peut pas croire qu'ils pensaient pouvoir vivre en paix après avoir éliminé Chloé. Adonis a l'intention d'éradiquer chaque être humain de la planète et jure de leur faire ressentir le désespoir de Chloé. Yamato observe le flux vidéo et implore Yuki de mettre en marche le dispositif de suppression des photons magiques. Tout en faisant cela, elle se tient là en admiration de la science qui a vaincu les sorcières. Une fois activée, il supprimera la magie d'Adonis. Elle s'enthousiasme à l'idée d'être utile à son frère aîné. Le vice-secrétaire réalise qu'elle a exprimé ouvertement ses sentiments et réprimande ses subordonnés choqués pour qu'ils se mettent au travail. Ils sont bloqués par les scientifiques et Sirta, la directrice de l'Agence nationale des sciences. Elle soupçonnait qu'ils se présenteront pour utiliser la machine. Sirta commente à quel point Yuki a progressé depuis leur dernière rencontre. Elle leur explique qu'elle ne peut pas permettre qu'ils activent la machine. Yuki tend la main vers ses armes et demande une explication. Yamato reçoit un appel de son vice, mais à sa grande surprise, Sirta est à l'appareil. Elle demande un moment pour parler. Elle lui fait savoir qu'ils ne peuvent pas activer la machine. Elle commence son explication en expliquant que la science est le travail de l'humanité qui éclaire le monde, mais il y a encore quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Un exemple en est les particules émises par le dispositif de suppression des photons magiques, qui provoque une maladie de dysfonctionnement cellulaire humain développée par les soldats qui ont participé aux chasses aux sorcières il y a 10 ans. Sirta révèle que les particules libérées par l'appareil affectent le corps humain en exterminant les cellules. C'est la première fois que Yamato entend parler de cet effet secondaire. Sirta avoue qu'ils avaient cet effet secondaire mais que l'information était confidentielle. Malheureusement, il n'y a plus de sorcières pour restaurer l'environnement naturel. De plus, l'atmosphère qui aurait purifié ces rayons nocifs a disparu. La nature est tombée en disgrâce en raison des actions humaines. En conséquence, le corps humain sera détruit s'il est exposé à un grand nombre de particules provenant de la machine. La maladie de l'empereur est due au fait qu'il était également exposé au dispositif lorsque l'humanité combattait les sorcières. Pendant ce temps, Adonis fait face à l'unité suivante tout en laissant échapper un rire de méchant. Sirta remet le téléphone à Yuki et lui demande de partir, maintenant qu'ils connaissent la vérité. Elle refuse de prendre le téléphone et court activer la machine. En courant, elle explique qu'ils ne peuvent pas se permettre de se soucier de la maladie lorsque la menace de la magie est juste devant eux. Sirta ordonne à tous de battre en retraite pendant qu'elle poursuit le vice pour l'arrêter. Yuki active rapidement la machine, exprimant que c'est une question d'importance nationale. Le rire malicieux d'Adonis s'arrête brusquement lorsque sa plume est abattue de ses mains et que la magie est neutralisée. Le quartier général informe le secrétaire de la situation à l'emplacement de la machine. Sirta la désactive tout en tenant Yuki inconsciente, assurant à Yamato que sa petite sœur va bien, mais la réalité dit le contraire, car elles sont toutes les deux ensanglantées par l'exposition. Sirta lui dit de regarder Adonis sur son écran avant de lui dire que sans magie, leur ennemi est à leur merci. Sirta le pousse à réaliser qu'il devrait rapidement éliminer ceux qui nuisent à l'Empire, car après tout, ils sont le royaume indestructible. Yamato met fin à l'appel et ordonne à toutes les unités de charger Adonis. L'apprenti tente rapidement de récupérer sa plume alors qu'il se prépare à l'éliminer. Cependant, une soldate court dans la ligne de tir de son unité et réprimande Adonis pour avoir nui à leur nation. Le sommet d'un gratte-ciel tombe entre l'unité et elle, isolant la sorcière avec Adonis. Elle active son thermolame et insulte sa position en tant qu'apprenti sorcier avant de reculer pour porter le coup final. Adonis tourne le dos, prêt à mourir pour enfin rejoindre sa maîtresse. Sa tête est tranchée en un seul coup net. Pendant ce temps, ses collègues s'inquiètent pour elle alors qu'elle émerge de la fumée en tenant la tête d'Adonis. Elle informe que la mission est accomplie avant de la laisser tomber et de s'effondrer. Certains s'occupent d'elle tandis que d'autres crient leur victoire. Les célébrations atteignent le quartier général lorsqu'il confirme sa disparition. Yamato soupire de soulagement, car c'est enfin terminé. Le secrétaire félicite tout le monde pour avoir vaincu l'apprenti sorcier. Il leur rappelle de modérer leur célébration, car il y a encore du travail à faire. Ils doivent récupérer le corps d'Adonis et confirmer les dégâts dans chaque zone de la ville. Les unités doivent se joindre aux équipes de secours et aider les victimes. La femme qui a porté le coup final est montrée sur l'écran géant du quartier général. Yamato commente à quel point elle est jeune, et l'un de ses assistants note qu'elle est une nouvelle recrue. Le secrétaire arrête son assistant juste au moment où il allait obtenir des informations sur elle et lui ordonne plutôt d'aller voir ce qu'il en est de Sirta et Yuki. Les paroles de la directrice scientifique lui rappellent que leur nation est forte, et Sirta et Yuki sont emmenés sur des civières pour être soignés. Dans l'après-midi,
L'empereur Goété s'adresse au mas tout en étant relié à de nombreuses machines et perfusions qui le maintiennent en vie. Il reconnaît que les arts occultes sont restés dans le monde parce qu'ils ont décidé de retenir l'apprenti sorcier, Adonis, en raison de sa nature humaine. Cependant, les conséquences de cette décision ont été dévastatrices pour leur royaume. Après toutes ces années, ils n'ont toujours pas réussi à déterminer comment ils pouvaient utiliser la magie en tant qu'humains. Goété est irrité de s'être permis de laisser le garçon vivre. Il rappelle à tous que Rydia est le summum du monde, avec sa science avancée et ses troupes de fer. Il encourage les citoyens à laisser brûler les flammes de la fierté dans leur cœur pour le simple fait d'être nés humains dans l'empire de Rydia. La mort d'Adonis marque la fin de l'ancien monde, et il déclare leur nation comme l'autorité ultime. Eri met en pause la vidéo alors qu'elle la regarde sur son téléphone. L'enseignant reconnaît que certains de leurs étudiants ont perdu la vie dans l'incident. Il est compatissant, mais leur rappelle que les examens nationaux commencent le lendemain, alors ils doivent rester concentrés. Cette dernière annonce marque la fin de l'heure de l'étude. L'un des étudiants veut savoir pourquoi Adonis s'est rangé du côté des sorcières alors qu'il est humain. L'enseignant déclare qu'il a probablement eu un lavage de cerveau. La sonnerie met fin à la conversation, et il les informe de se changer rapidement, car la première période est consacrée à l'éducation physique. Eri est interpellée par un autre élève pour ce qu'elle a fait. Elle s'énerve et répond que sa réaction était naturelle. Après l'école, elle retourne sur les lieux de l'incident pour déposer des fleurs. Elle blâme le gouvernement de ne pas avoir fait son travail en protégeant les citoyens. Elle se rappelle comment elle a abandonné son petit ami et s'excuse, sachant qu'il doit probablement la détester. Ses appels à l'aide résonnent toujours dans sa tête, mais elle regarde les photos qu'elle a prises d'Adonis et pense qu'il est très attirant. Gorgius surprend en l'approchant, qualifiant son admiration de honteuse. Cela la surprend, et elle s'excuse. Eri remarque qu'il travaille pour le gouvernement et tente rapidement de supprimer les photos, mais il l'arrête et lui assure qu'il ne dira rien si elle ne les montre à personne. Le chef Gorgius lui rappelle qu'Adonis est un criminel odieux qui a causé cette catastrophe. La fille s'excuse rapidement et part. Il l'épie et appelle Charmy pour informer les autorités compétentes qu'Eri a été influencée par Adonis et qu'elle devrait être arrêtée. Il suppose qu'elle sera soit exécutée, soit emprisonnée pour trahison. Il reçoit un rapport indiquant que les dernières vérifications autour de la zone ont été effectuées et demande à Charmy de lui réserver un accueil chaleureux à son arrivée. Il s'avère que le chef Gorgius est le directeur adjoint de l'Agence nationale du renseignement. Charmy se plaint car il ne signera pas sa demande de transfert. Elle en a assez d'être surchargée de travail et harcelée par lui. Elle change de sujet pour parler des résultats de l'analyse effectuée sur le corps d'Adonis. L'enquêteur en chef confirme que le corps est un faux. En même temps, l'apprenti ouvre les yeux à un endroit inconnu.